Des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline militaire. Bishamba Kidjana Antoine a été condamné au premier degré par les tribunaux militaires des garnisons de Kisangani à la peine de servitude pénale à perpétuité, alors que Litongo Maria, sa peine est de 3 ans de servitude pénale. Les deux condamnés était arrêté à Kisangani en octobre 2022 au moment où il menait une campagne pour installer dans toutes les églises des pasteurs favorables à Runinga. Il s'agit d'un non-responsable du M23 ATF à Kisangani pour servir des points focaux des terroristes du M23. Organiser les élections à Rutshuru, Kwamut et Massissi a été présidé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, en présence du vice-ministre du Budget, des experts de la Commission électorale nationale indépendante, des responsables de la police nationale congolaise et d'autres partenaires impliqués dans le processus électoral en cours, entre autres la MONUSCO, répondant à la préoccupation de la CENI concernant l'insécurité qui a causé l'arrêt des opérations électorales à Rutshuru, Massissi et Kwamut. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a affirmé que le gouvernement de la République s'emploie à restaurer l'autorité de l'État dans ce territoire. Au cours de la présente réunion, nous pourrons évaluer ensemble la situation dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut, afin de nous permettre de prendre très prochainement des décisions sur la continuité du processus d'enrôlement et de réception des candidatures dans les territoires précisés. Cependant, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a appelé à l'implication de chacun dans son secteur d'intervention afin, a-t-il dit, de fédérer les intelligences pour créer des conditions sécuritaires favorables au bon déroulement des élections sur l'ensemble du territoire national. Présentant l'état actuel du processus électoral en cours, le premier vice-président de la CENI a rassuré de la tenue des élections cette année. Peter Kazadi, qui a également pris part ce mercredi au Forum national de validation de la politique nationale de prévention et résolution des conflits communautaires et coutumiers. Sur 2 jours, plusieurs acteurs s'y réunissent pour réfléchir sur comment doter le pays d'une politique claire à ce sujet, un rendez-vous qui bénéficie de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Le Forum national réunit les délégations des 26 provinces de la République démocratique du Congo, soit 125 participants constitués des personnes représentant la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, le gouvernement central, ses administrations, les gouvernements provinciaux et les chefs coutumiers et leurs associations, le PNUD et les agences du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers des ONG nationales et internationales. Doter la RDC d'une politique nationale de prévention, résolution des conflits coutumiers, tel est l'objectif de ce forum organisé sous le haut patronage du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le comité technique de pilotage a conduit le processus en 4 étapes principales. La préparation, le diagnostic, la rédaction et la validation. Si l'étape préparatoire a consisté à collecter les données relatives aux affaires coutumières, identifier les parties prenantes et les acteurs dans la gestion du secteur. Rappelons que du 8 août au 28 septembre 2023, le secrétariat général aux affaires coutumières, à travers le comité technique des pilotages, a procédé à la présentation du draft 1 de ce document aux délégués des 26 provinces de la RDC réunis dans 5 sites à Goma, Lubumbashi, Boma, Mbandaka et Mbujimaï. Ces assises sont organisées grâce à l'appui technique du PNUD avec le financement des Pays-Bas dans le cadre de l'exécution du projet Prévention et des résolutions des conflits coutumiers pour la stabilisation des entités locales. La mission de stabilisation des entités coutumières et leurs amateurs afin d'aligner ses attributions au 2e pilier relatif au renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Débuté ce mercredi, ce forum prendra fin ce jeudi 19 octobre, toujours à la salle Capitole à Kin Plaza, Kinshasa-Gombe.
Affaire Boukangalozo à la Cour constitutionnelle. Injustice ou règle de droit? La récente décision de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Ponyo a soulevé des sérieuses préoccupations quant au respect des droits fondamentaux du candidat à la présidentielle de 2023. L'affaire qui a suscité un vif intérêt médiatique repose sur un défaut retenu par la Haute Cour. Ces défauts remis en question qui pourraient compromettre l'équité du procès. Pour en parler, nous recevons Monsieur Émile Hassani, maître Émile Hassani, avocat et conseiller du candidat à la présidentielle Matata Ponyo Mapone. Bonsoir. Bonsoir, cher Christophe. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir l'opinion aussi, je l'espère. Est-ce que le candidat Matata Ponyo a fui le pays? Non, écoutez, ce sont des mauvaises langues qui disent cela. Il vous souviendra que lorsque ce fameux procès a commencé, M. Matata Ponyo n'était pas au pays. Il était conseiller en Guinée, comme vous le savez. Lorsqu'il a appris qu'il était appelé, voulu par la justice de son pays, il était obligé de regagner. Il a comparu devant la Cour constitutionnelle. Tour à tour, il a comparé devant la Cour de cassation. Et que donc, il n'a aucune raison de fuir ou de s'échapper de la justice de son pays. Mais il s'est fait que malheureusement, pendant ce moment, il était souffrant. Et pour votre information, il a suivi ou il a subi une intervention chirurgicale qui a eu lieu le même jour pendant que le procès était encore ici, le 16. Et le même jour, Dieu merci, la dite intervention est passée avec succès. L'intervention par laser. Et à cette occasion, nous le souhaitons prompt rétablissement. Il n'a jamais fui la justice et il ne le fuira jamais. Merci de préciser. Mais qu'est-ce qui va arriver après que la Cour ait retenu le défaut? Comme je le disais tout à l'heure, ces défauts signifient une condamnation d'avance. Non, pas du tout. Il faut souligner que nous sommes jusque-là au niveau de la forme. Et du point de vue procédural, comme on a retenu les défauts lors de l'audience passée et que les deux autres co-accusés en la personne de Christo Grobler, la personne de M. de Gracias Niembo, ont soulevé des exceptions, lesquelles ont été prises en délibéré par la Cour. Du point de vue procédural, les défauts tombent caduques. Donc, ceci revient à dire, lors de la prochaine audience, la Cour devra inviter M. Matata Ponyo à se présenter et il se présentera. Donc, si ça tombe caduque, on reprend pratiquement tout à zéro. Est-ce qu'il pourrait se présenter à nouveau devant la Cour? Vis-à-vis de lui, à son égard, comme les défauts tombent caduques, ça va commencer à zéro, ça va recommencer à zéro. Et s'il a des exceptions, il ne manquera pas du tout. Il va les soulever de la même manière que les autres ou ses co-accusés l'ont fait. Merci beaucoup, maître Émile Hassani. Je rappelle que vous êtes avocat et conseiller du candidat à la présidentielle 2023, Matata Ponyo Mapone. Je vous en prie, monsieur. Pour rester en justice, affaire Martin Ekanda Odimba, liquidateur de la succession Martin Ekanda Onyangunga, à madame Rufinde Luyeye, l'épouse du défunt. La réquisition doit être retirée. Détail dans ce récit. Après les tensions qui naissent au jour le jour entre la famille du promoteur de l'Izipa et sa femme sur les partages de l'héritage, l'auditorat supérieur de la Gombe vient d'être tranché dans sa réquisition du 20 septembre 2023 au sujet du dossier qui oppose Martin Ekanda Ondimba, liquidateur de la succession Martin Ekanda Onyangunga, à madame Rufine Luyeye, l'épouse du défunt. L'auditorat supérieur de la Gombe s'est basé tout simplement sur la lettre de l'inspecteur général des services judiciaires qui demande en communication les dossiers RCA 39030D, l'appel du RC 124447, qui ne concerne que les parties M. Richard Muhungu contre Benoît Chubangu. Ceux-ci n'ont rien à voir avec la succession Ekanda. Cette réquisition s'est basée sur un faux en écriture, par conséquent, elle doit être retirée. Madame Rufine Luyeye aurait refusé de partager l'héritage avec la famille de son défunt mari et elle voudrait, selon les sources, s'approprier de l'Izipa. À Kassangulu, au nom du chef de l'État, Didier Boudimou a reçu une délégation des fidèles de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, avec à sa tête son représentant des cartes Mavila. Le ministre des Hydrocarbures a profité par la même occasion de remettre un véhicule au chef spirituel de l'église Tatagunda.
Il s'agit d'une rencontre d'une importance capitale, d'autant plus que le membre du gouvernement devrait servir de canal pour transmettre un message de valeurs émanant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, adressé au chef spirituel de l'Église chrétienne Union du Saint-Esprit. Ces derniers a bénéficié d'un présent venant de la plus haute hiérarchie du pays. Une clé de contact d'un véhicule de type 4x4 des marques Toyota Land Cruiser lui a été remis, en somme d'un don du président de la République. Et à cette occasion, il vient de nous présenter un véhicule venant de la part du président de la République. C'est ce qui nous va droit au cœur. Et il nous a tenu aussi pour nous dire que le président tient à tout prix que les églises authentiques, donc les églises de la nationalité congolaise, puissent avoir un rang très voulu au niveau de notre gouvernement. L'église étant le corps du Christ et doit être entretenue, et c'est de cette manière que l'homme de Dieu a été honoré. Sous un transport de joie, cet instant a été célébré et rythmé au son des tambours et trompettes de la fanfare, portant au loin ces messages d'amour et de reconnaissance. Les fidèles des écluses ont manifesté leur infinie satisfaction en guise de remerciement pour cet acte posé à l'égard de Descartes Mavila, leur chef spirituel. C'est l'un des établissements publics qui aura le plus contribué au bilan du président de la République. En quelques années seulement, le CEC, l'autorité de certification des substances, s'est dotée d'un laboratoire moderne à Moussampo, où s'est rendu récemment Félix Tshisekedi, mais aussi à améliorer la gouvernance dans le secteur minier en RDC. Le 22e anniversaire de l'organisation a été une occasion de célébrer les réalisations, mais également de se projeter dans l'avenir. Commentaire de Gaëtan Koubabouransi. Le CEC a 22 ans et cette année, une grande célébration a été donnée au salon Capitole de l'hôtel King Plaza Rotana. À l'honneur, tous les employés, mais particulièrement l'équipe dirigeante qui a réussi un exploit en construisant un laboratoire à Kolwezi et en participant efficacement à la création de la classe moyenne dans le secteur des mines. Ces réalisations sont unanimement reconnues par le personnel qui a également par ailleurs vu son statut être amélioré. Le CEC aujourd'hui a pris des dimensions qu'il n'avait pas avant. C'est pour cela que nous tenons à remercier nos autorités ici présentes, le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint, pour avoir hissé très haut l'étendard de notre établissement. Prenant la parole au nom du conseil et de la direction, le directeur général adjoint a rendu un vibrant hommage aux institutions de la République pour leur engagement dans la lutte contre la fraude minière. République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je nous invite tous avec empressement à soutenir sa candidature à la présidentielle de décembre 2024 pour lui offrir un deuxième mandat. Même son de cloche aussi du côté du directeur général de l'établissement qui, dans son discours improvisé, a salué l'implication du chef de l'État. Encore une fois, je vous demanderai de soutenir le Premier ministre et de faire ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appelé la remontade. La cérémonie s'est suivie de remise des diplômes avant le discours du PCA et la suite dînatoire. Cérémonie de clôture de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes 2024-2026, tenu du 16 au 18 octobre. Ce document vise à permettre au FSPESJ de répondre convenablement sur terrain aux préoccupations de la jeunesse congolaise. Depuis lundi, ces experts ont enrichi, amendé, validé et réfléchi sur cet instrument capital visant à planifier et ordonner les actions du FSPEJ en vue de rencontrer les problèmes que vive la jeunesse congolaise. En cette journée de clôture, en présence de la ministre de la Jeunesse Yves Bonkoulou, c'est le DGA du FSPEJ qui fait la synthèse du travail abattu ainsi que les recommandations. Réunir un capital humain ainsi que les conditions de travail adéquates, mobilisation des ressources propres, mobilisation des ressources extérieures, promouvoir les compétences et les jeunes génies, renforcer l'engagement social et citoyen des jeunes.
appuyer l'assainissement du cadre normatif de protection et de promotion de la jeunesse, accompagner les actions de prévention et de prise en charge psychosocio-médicale des jeunes, soutenir les activités ludiques et culturelles des jeunes. Le directeur général du FSP, Joseph Mbouyi-Mukendi, appelle à l'implication de tous pour réaliser à bien ces plans stratégiques et opérationnels. Une jeunesse préparée, encadrée et exposée est un instrument, c'est en fait le premier instrument même de développement intégral de notre nation. Nous avons besoin de votre collaboration car cette collaboration favoriserait l'atteinte de nos objectifs communs. Aux représentants de Chantal Moulop, coordonnatrice en charge de la jeunesse à la présidence, de saluer cette initiative qui se range derrière la vision du chef de l'État. Enfin, c'est le ministre de la Jeunesse Yves Bonkolo qui clôture l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel du FSPEJ 2024-2026. Jean-Philbert Mabaya s'est rendu ce dimanche dans son fief et ville natale de Massimanimba en vue de communier avec sa base. Très bien accueilli, le président de la Convention des démocrates et chrétiens promet de ne jamais abandonner la ville qu'il a vu naître. Dès l'entrée de la ville, celui que la population appelle affectueusement patriarche, le sénateur Jean-Philbert Mabaya a été bloqué par la population au niveau de la station-service Makwa. Répondant aux attentes des hommes, femmes, tout âge confondu, y compris les enfants qui crient en son nom, Jean-Philbert Mabaya était donc obligé de descendre de sa jeep pour marcher avec la foule venue des différents secteurs pour l'accueillir. Avant d'entamer ses activités, l'élu des élus a d'abord commencé par s'incliner devant la tombe de Kamitatu. Arrivé avec peine à Gémos, les lieux du meeting, suite à la marée humaine mobilisée et où chef coutumier, notable et cadre de la convention des démocrates l'attendaient. Jean-Philbert Mabaya a, après l'ambiance d'accueil, remercié les siens pour l'accueil chaleureux. Massimanimba, pour moi, Massimanimba, c'est mon fief. Ma base, je suis né ici, c'est ma terre précieuse. Je suis très content de me retrouver parmi mes grands frères et sœurs. Je suis très content de vous. Merci de votre présence, mais vous devez prendre vos responsabilités en main car vous êtes le premier responsable pour que Massimanimba se développe. Mes frères et sœurs, les élections arrivent et qu'on le veuille ou pas, les élections auront bel et bien lieu cette année. Vous et vos enfants, vous devez voter. Comme partout où les cortèges de ces fils est passé, à Kalunda et à Massi secteur, les cortèges de Jean-Philbert Mabaya a été bloqué par la population qui voulait à tout prix échanger avec celui qui a toujours prêté oreille attentive à leur doléances. Les paris est donc gagné pour Jean-Philbert Mabaya. Dans le Haut-Uélé, le gouvernement provincial continue de s'acquitter de son devoir, d'appuyer les chambres de commerce et la société civile dans sa diversité pour la mise en œuvre de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. Lundi, les partenaires de ce protocole d'accord se sont réunis au gouvernorat de province à Isiro pour son évaluation, occasion pour l'autorité provinciale d'interpeller les acteurs à pouvoir s'acquitter de leurs devoirs autant que son gouvernement. C'est conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement provincial du Haut-Uélé, le Conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo, la FENAPEC et la société civile dans toute sa diversité que les parties prenantes se retrouvent autour du gouverneur de province, Christophe Bassia Nanga, pour évaluer la mise en œuvre de ces documents signés en juillet 2023. Manifestation de la plus la raison de l'exécuteur musicale par excellence les océans nationaux, la chaise différente, pas de débattre, pas trouver la solution. Mais en dépit des faiblesses relevées, dans l'exécution de ces protocoles d'accord centrés sur la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction du Haut-Uélé, l'autorité provinciale ordonne la remise de cette somme de plus de 20 000 $ américains aux partenaires en vue de réaffirmer sa détermination à toujours remplir sa part de contrat. Bien sûr, c'est à l'occasion que le gouvernement provincial, aussi le gouverneur, a dit que le gouvernement provincial respecte sa part de contrat.
et à libérer ce qui était convenu dans les comptes. Instituée pour promouvoir le développement de la province, la concrétisation de cette taxe regroupant plusieurs axes générateurs des recettes est encadrée par un dispositif robuste, passant notamment par la sensibilisation des opérateurs économiques dans la préservation des infrastructures. La province du Sankourou compte actuellement 6 communes et 6 villes, hormis ces territoires qui ont eu à bénéficier du programme de développement local. 145 territoires pour construire et moderniser ces entités. Le gouverneur de cette province, Jules Lodi, vient de signer un protocole d'accord. Avec le bureau central de coordination BESECO, les travaux débuteront incessamment. C'est dans la soirée de ce mardi 17 octobre 2023 que le gouverneur de Sankourou, Gilles Lodi, a signé un protocole d'accord avec le bureau central de coordination BESECO. Ce protocole porte sur la modernisation et la construction des infrastructures afin de réduire les disparités entre les territoires et les villes naissantes dans les Sankourou, car le PEDEL 145 n'a concerné que les territoires. Nous sommes dans une démarche qui va essentiellement compléter le projet des 145 territoires. Parce que c'est vrai que ici, tout n'a pas été fait, c'est vrai, mais il faut aller à satisfaire ne serait-ce que les pays pour toute la province. J'ai, à travers les Sankourou, 6 territoires, j'ai 6 communes, j'ai 6 villes. Le programme des 145 territoires n'a pas concerné au départ les autres entités. Jean-Mabi Moulumba, directeur général du BESECO, parle des renforcements des relations avec cette province pour la construction de certaines infrastructures, vu qu'il intervient comme maître d'ouvrage délégué. Nous avons ici le protocole d'accord avec monsieur le gouverneur de Sankourou dans le cadre justement de renforcement des relations entre BESECO et la province de Sankourou. Grâce à ce protocole d'accord, le gouverneur nous accorde la mission de maître d'ouvrage délégué pour l'accompagner dans ses efforts justement de réduire les déficits en infrastructure au niveau de la province de Sankourou. Le BESECO laissera désormais ses portes ouvertes pour le gouvernorat du Sankourou. Le gouverneur Gilles Lodi, qui a émis le vœu de voir les travaux débuter rapidement, est très heureux de cette nouvelle collaboration. Le vice-gouverneur de la province de l'Atchopo, Paulin Lendongolia, a accordé des audiences à 2 délégations venues de Kinshasa, notamment une du ministère de l'économie et une autre de la police nationale congolaise. Le contenu de leurs échanges dans cet élément. Plusieurs délégations invitées au portillon du cabinet du gouverneur de province. La première délégation à qui le vice-gouverneur a accordé son hospitalité, c'est l'équipe du ministère de l'économie nationale venue de Kinshasa. À en croire Philippe Minga, chef de la délégation, son équipe séjourne au chef-lieu de la province de l'Atchopo dans le cadre du contrôle économique, conformément à la loi organique de son ministère. Le contrôle économique est une opération légale en vertu de la loi organique 18-020 qui veut que les pouvoirs publics puissent contrôler le déroulement des activités économiques sur toute l'étendue du pays. Paul Lendongolia reçoit une autre délégation de la police nationale congolaise venue de la capitale. Selon le commissaire divisionnaire adjoint, sa mission consiste à envoyer un contingent de policiers à Kisangani en vue de venir en appui aux éléments de la PNC Chopo afin de mettre fin aux troubles qui opposent l'Embole et l'Engola. Pour ce faire, il exhorte la population à faire confiance à la police nationale congolaise. À l'une et à l'autre délégation, au nom de l'autorité provinciale en mission, Paul Lendongolia les rassure de l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite de leur mission dans la Chopo. Un mot de culture tel qu'annoncé au sommaire, les 7 ans du 2e mandat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, retracé dans une série de caricatures. Fin de course, ouvrage du dessinateur Cash Tembo, raconte un ensemble d'événements de cette époque. Il décrit les acteurs politiques et traite la vie socio-économique ainsi que culturelle. Le livre a été présenté à un parterre d'invités réunis au musée national. On les découvre dans cet élément avec Bobambongo. 7 chapitres, couchés sur près de 200 pages avec plus d'une dizaine de centaines de dessins politiques relatant divers sujets déroulés entre 2012 et 2018, allant de l'insécurité dans l'Est, la vie socio-économique du pays en général et au second mandat du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange en particulier. L'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un recueil qui part de 2012 jusqu'à 2018. C'est-à-dire le 2e et dernier mandat de Joseph Kabila. Dans son échange avec le public, l'auteur relate les péripéties qui ont émaillé sa carrière et rend hommage à l'un de ses mentors.
Et c'est vraiment avec la voix chargée d'émotion que je me tiens devant vous. Parce que je me souviens quand j'ai commencé ce travail, grâce à Mouboyaï qui nous a quittés il y a quelques années, il a été vraiment à l'origine de la caricature politique parce que... Plus de 30 ans dans la satire, l'heure est à la transmission des connaissances afin d'assurer la relève. En dehors de la sélection des images pour produire l'album, nous avons fait d'autres activités. Nous avons fait de la formation. Nous avons fait un périple dans les écoles de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de Kisangani, pour expliquer ce que c'est la caricature, son importance dans notre société. Il est de noter que Fin de course a eu le privilège d'être préfacé par le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'endroit de qui Cash Tembo a témoigné une vive reconnaissance. En international, le point sur la crise qui s'écoule au Moyen-Orient. Le gouvernement israélien a confirmé avoir autorisé l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza au plus vite depuis l'Égypte. Cette décision est prise après que le président américain Joe Biden, en visite à Tel Aviv, ait échangé avec les autorités israéliennes. Au cours de ces discussions, les chefs des États américains ont appelé Israël à ne pas répéter, je cite, les erreurs commises par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Le président Biden a également estimé que la libération des otages retenus à Gaza depuis l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre était la plus grande priorité et annoncé qu'il demanderait cette semaine au Congrès une aide sans précédent pour l'allié israélien. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Zachary Badiengila dit Nemwana Semi a fini sa course ce mercredi au centre hospitalier Nganda à Kinshasa. Les chefs politiques et spirituels du mouvement Bundu Diamayala a succombé à une longue maladie à l'âge de 77 ans. Peter Kazadi a échangé ce mercredi avec les différentes parties prenantes qui pourraient garantir des élections en paix dans tous les territoires du pays, y compris dans le Massissi et Rutshuru. Vous avez suivi les assurances et tout le point dans ce journal. On a fini avec un mot de littérature. Le dernier mandat de Joseph Kabila a fait l'objet d'un livre du dessinateur Tembo Cash. Les caricaturistes racontent la vie socio-économique mais aussi culturelle de cette époque qui a conduit